Van Honecker vient de me rejoindre au studio. Le temps passe vite avec vous, Antoine. N'en parlez pas. Oh là là. Alors nous, on va recevoir Christophe Honoré. C'est-à-dire qu'on va transformer notre open space en chambre 212. Oh, c'est chaud ça. Le titre de son film, il est réalisateur, bien sûr. Excellent film, ça va être une excellente émission. Oh, mais j'entends les pop, mais oui, ça veut moi dire aussi. qu'il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. La France a décidé ce soir de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU après l'offensive turque au nord de la Syrie. C'est une pluie de critiques qui s'abat ce soir sur Ankara. Un sénateur américain assure même que le Congrès américain fera payer très cher la Turquie. Et pourtant, ce sont bien les mots de Donald Trump qui ont été le détonateur pour Recep Tayyip Erdogan. Quand il a annoncé il y a 3 jours le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, le président turc a répondu en donnant le feu vert à son armée aujourd'hui pour lancer donc une offensive contre les milices kurdes qu'il considère comme terroristes. Les précisions de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli. Aurélien. L'opération a démarré dans les secteurs frontaliers de Ras Al Ain et de Tal Abyad, survol de l'aviation turque et bombardement sur ces zones, d'où se sont retirées lundi des forces spéciales américaines et d'où les habitants fuient désormais. L'opération engage l'armée turque, mais aussi l'armée nationale syrienne, selon le président Erdogan, une coalition de factions modérées, résidus de l'armée syrienne libre qui avait combattu le régime Al-Assad au début de la guerre civile. 18 000 combattants de cette force supplétive créée par Ankara à l'été 2018, qui l'a financée et armée, ont été mobilisés ces derniers jours, en provenance essentiellement du dernier bastion rebelle syrien, la province voisine d'Idlib. Selon l'un de leurs commandants, l'opération turque va se dérouler d'abord sur Ras Al Ain et Tal Abyad, puis sur Kobané, où les Kurdes assiégés par Daesh avaient résisté pendant 4 mois fin 2014. Ce matin, les autorités semi-autonomes kurdes ont proclamé une mobilisation générale pour 3 jours pour résister à cette invasion turque. Un porte-parole de leur force a dénoncé tout à l'heure des frappes sur des zones civiles en réclamant aux Américains l'instauration d'une zone de non-survol pour protéger les populations. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter. C'est une attaque qui réveille chez les Allemands la crainte d'un terrorisme d'extrême droite. 2 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une fusillade contre une synagogue à Halle, dans l'est du pays. Selon la presse allemande, les assaillants ont tenté de pénétrer à l'intérieur, mais la porte d'entrée a résisté à l'attaque. 2 personnes ont été par ailleurs grièvement blessées. Les tireurs ont aussi visé un restaurant turc. Une personne a été interpellée. Des témoins parlent de tireurs en habits militaires avec des casques. Le parquet antiterroriste a été saisi. En France, c'est fait. Jean-Pierre Farandou a été officiellement nommé aujourd'hui en Conseil des ministres nouveau patron de la SNCF. Il succédera à Guillaume Pépi le 1er novembre prochain. Ils ont essayé de se parler aujourd'hui, mais force est de constater que les syndicats à la direction de General Electric à Belfort ne se sont pas entendus sur le plan social de l'entreprise. La CGT propose des départs volontaires et un plan senior. La direction veut un plan compétitivité et un rallongement du plan de départ volontaire jusqu'à 2020. Bref, personne n'est d'accord. Le site est bloqué depuis hier et la question maintenant, c'est la suite. La CGT entend durcir le ton à l'image de Fabrice Chira, délégué CGT, avec Mélanie Juvet de France Bleu Belfort-Montbéliard. Rallonger des délais de départ volontaire, c'est la mise à mort encore plus vite, je dirais, de notre outil de travail. Voilà, c'est une perte de repères phénoménale. Hein. Comment voulez-vous que des gens responsables de lignes de production puissent organiser correctement le travail sur ces conditions? C'est pas possible. En plus, ils continuent avec le chantage aujourd'hui où, de toute façon, ils veulent qu'un accord de compétitivité, ils aimeraient que ça se signe. Mais bon, nous, ça, c'est clair et net, c'est un refus complet, catégorique sur ce point-là. Au fond, ils veulent de toute façon renier nos droits. Et si les gens se mobilisent depuis hier soir, c'est bien pour ça. Contre ça, la suite à donner. Alors, pour Belfort-Bourgogne, on est en phase. Hein. Maintenant, le 66 est bloqué. Ça, c'est le bâtiment des cadres proches de la production. Il en reste un, c'est le T5 là-bas. Il faut qu'ils s'attendent à nous voir débarquer dans son bureau dans pas longtemps. Nous, on se bagarre juste pour nos métiers et la pérennité de notre site. Nos sites de production, voilà. On n'est pas des casseurs. Hein. Contrairement à eux, les voyous, c'est eux. Voilà. Et les salariés de General Electric en Isère pourraient rejoindre le mouvement de ceux de Belfort. Des salariés de la raffinerie Total de Fézin, près de Lyon, cette fois sont en grève eux aussi. Depuis lundi, ils protestent contre un plan de réorganisation d'une unité du site. À Rouen, après l'incendie de l'usine Lubrizol, les premiers résultats des analyses de la présence de dioxine dans l'air sont tombés. Ils font état de taux plus élevés que la normale, mais en deçà de la limite. Agnès Buzyn, la
ministre de la Santé a expliqué que c'était des résultats de prélèvement au moment de l'incendie. Il y en aura d'autres. La ministre de la Santé se rendra à Rouen vendredi avec les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique. Ils vont y installer un comité de suivi avec des élus, des experts et des ONG. Charge à lui de publier donc les résultats de toutes les analyses qui seront effectuées. Mais plus d'une semaine après l'incendie, les inquiétudes demeurent, notamment à Préaux, près de Rouen, où des taux là aussi de dioxine inhabituels ont été relevés. La maire Anne-Marie Delafosse est dépitée. Sa commune n'avait pas été concernée jusqu'à présent. Je dois dire que là, on est aussi très très inquiet sur l'avenir. Notre sentiment, c'est qu'on est complètement abattu parce qu'on pensait que tout ce qu'on avait pris comme mesure avait protégé nos administrés, même si Préaux n'était pas dans les 12 communes concernées. Mais là, aujourd'hui, Préaux est au-dessus. Là, Ça y est, on a découvert que Préaux existait. Le capteur l'a prouvé. On attend des informations, on attend de savoir précisément les incidences de cette dioxine et on attend surtout de savoir si c'est vraiment... si ces résultats sont fiables et quelle conduite nous devons tenir vis-à-vis de nos administrés. Est-ce qu'on doit reconfiner tout le monde ? Des propos recueillis par Lila Lefebvre de France Bleu à Rouen. Et puis, dans le journal de 18h tout à l'heure avec Amélie Perrier, on parlera du concert, des 6 concerts de Céline Dion cet été à la Défense Arena. Près de 200 000 spectateurs sont attendus puisque les billets sont partis en 1h30 seulement pour Paris, pour les Vieilles Charrues. Eh bien, le concert du 16 juillet, les places se sont vendues en 9 minutes seulement. Vous savez tout, 17h06 sur Inter. Demain sur France Inter, les patrons de Libération invités de l'Instant M. 9h40, Sonia De Villers. Libération a-t-il repris des couleurs et enrayé sa chute ? Qu'est-ce qui fait parler de Libé ? Quelle gauche raconte-t-il aujourd'hui ? Question à Clément Delpirou et Paul Quignot. L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h40. Peugeot présente Plein phare sur la Peugeot 108. Ma nouvelle invitée est celle qui a créé la surprise dans la super production Génération 2020. Je veux parler de la délicieuse Peugeot 108. Très convaincante lors de ses marches arrière avec sa caméra de recul, sulfureuse parfois avec son toit découvrable, c'est surtout sa nouvelle motorisation dernière génération et déjà disponible qui nous a époustouflés. Une prestation d'autant plus saluée qu'elle a su rester hyper accessible avec 2500 € de prime Génération 2020. Détails sur Peugeot.fr. France Inter aime Mytho, demain soir sur Arte. C'est l'histoire d'une femme qui a un mari attentionné. Attends, t'as pas acheté les chips ? Des enfants reconnaissants. T'as mon chèque pour le voyage ? D'ailleurs, ce soir, je suis pas là. Et un patron sympa. Et mon cul, c'est du poulet. Alors elle décide de lâcher un tout petit mensonge. Bizarre, qu'est-ce que t'as ? Une tumeur. Jusqu'où peut-on mentir pour être aimé ? Mytho, la nouvelle série Arte. Demain soir à 20h55 sur Arte et déjà en intégralité sur arte.tv. En partenariat avec France Inter. Par Jupiter sur France Inter, c'est avec Charline Vanhoenacker et toute la bande. Voilà, je n'ai rien préparé, c'est comme ça. Merci Laetitia Gaillet. C'est pas grave, vous êtes en week-end demain, non? Non, je vous c'est expliquerai. dommage. Vous connaissez les réunions parents-prof, c'est un truc sympa. D'accord, très bien. Eh bien, on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles informations. Laetitia Gaillet, très bien, avec joie. Allez, nous, c'est parti. – 11h42 dans le bureau de Par Jupiter. Charline ? Ouais, Juliette ? C'est qui ta chroniqueur préférée ? Je sais pas, c'est difficile à dire. Enfin, il y a bien des chroniques qui te plaisent plus que d'autres. Ouais. Par exemple, je ne sais pas, celle qui parle de sujets importants, avec quand même un peu de fantaisie. Non, je crois qu'elle préfère les chroniques hilarantes. Ah ouais, tu veux dire celle de Constance ? Non mais laisse tomber, Juliette, c'est moi son favori, tu le sais quand même. Bah oui. Mais tu l'aides même pas à la présentation, espèce de petit merdeux. Ah bah justement, c'est parce que ce qu'elle aime chez moi, c'est ma pureté, c'est ma cohérence à moi. Ouais, peut-être qu'avec moi, ce qu'elle aime, c'est ma capacité à lui apporter une autre vision. Bon, oui, un verre de chardonnay à l'apéro, c'est ça. Ça suffit, Guillaume, désormais. Nous ne nous verrons plus ensemble. Stop. Non mais laisse tomber, Juliette, j'étais là le premier, c'est tout. Ouais, normal. mais moi je vais lui chercher des sandwichs. Ah, et moi des cafés, que j'aime ta couleur, café. Bon, ça va la comédie musicale, là, je peux en placer une. Ouais, bon, est-ce que vous avez vu Chambre 212, le film de notre invité ? Oui, moi je l'ai vu, Charline, parce que je suis la remplaçante officielle d'Alex. Oui. Ce qui me place de fait au rang de ta préférée. Ah non, alors, bon, le film de Christophe Honoré, ça parle de fidélité, d'infidélité. Oui. Et moi, ce que j'ai envie de faire, les chroniqueurs, je pense, c'est de papillonner, en fait. C'est quoi Non. Non, mais enfin, je pourrais aller même en chercher ailleurs. Vous savez pourquoi ? Parce que je me sens libre, voilà. Guillaume, si tu chantes Il est libre Max, je te fume. Dieu est un fumeur de Havane. Aïe!
France Inter. Vous écoutez la start-up de la radio publique, celle dont la devise du jour est « Pitchera bien qui pitchera le dernier ». Voici le sommaire. Pour combattre le terrorisme, le président Macron appelle à bâtir une société de la vigilance. Vigilance, attention, il n'a pas dit du soupçon. Mais est-ce que tout le monde connaît la nuance ? Chez nous, pendant la guerre, on a donné des juifs, mais on n'a jamais donné les bons coins à champignons. Devenir adulte aujourd'hui prend 10 ans. Sauf que dès 18 ans, tu as l'âge de voter, de passer le permis, d'aller au casino et en prison, sans forcément de lien entre les deux. Bref, on n'y comprend rien. Bon sang de nom d'une pipe en bois, c'est quand qu'on sait qu'on est grand. Eh ben, quand on commence à payer ses impôts. La science qui sait tout. Qu'est-ce qu'elle y connaît à l'amour ? Elle l'analyse, elle le dissèque, elle tente comme nous de percer le mystère. Quel est l'état des connaissances scientifiques sur l'amour ? Rien ne vaut la parole d'un expert. Tu sais, j'ai lu un truc l'autre jour dans Biba. Il disait que le mariage est la cause principale du divorce. Ça fait réfléchir, hein. Juliette, vous avez composé un trouble de chroniqueurs. Oui, alors plus précisément, c'est un trio d'amoureux. Nous aurons d'abord Pablo Mira, sa douceur, sa bien-pensance, sa diction exemplaire, ses poils et ses tongs. C'est Roméo tel qu'en lui-même, tout simplement. Salut Juju, salut Charline, Tofu Boy. Alors aujourd'hui, on va parler d'une espèce en voie d'extinction, les hommes, les vrais, qui se retrouvent aujourd'hui menacés par le rajeunissement climatique. À tous. Ensuite, celui avec lequel j'ai un cauchemar récurrent. Il est devenu psy de couple et avec son petit micro, il leur pose des questions auxquelles évidemment ils répondent que des conneries. Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'Extinction Rébellion, les manifestations écolos qui bloquent les rues. Je suis allé voir les riverains. Ça m'a gêné pour prendre mon bus. Ah bah bravo les écolos, ça commence bien, dis donc. Enfin, celui pour lequel il faut savoir passer outre ses jeux de mots et sa casquette. Et puis, comme dans une chanson de Renaud, plonger dans son grand cœur de grand con, Thomas Croisière. Oui, mais je pensais que c'était moi votre cauchemar récurrent, Juliette Arnaud. Et moi, au studio 601, je vais vous parler de la chambre 212, bien évidemment. Très bien. Et voici celui qui va enchanter notre open space. Je vous laisse nous annoncer, ainsi qu'aux auditeurs, qui vous êtes. Christophe Honoré. Bien sûr, France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupiter. Nous sifflons de joie à l'idée de passer une heure avec nous, Christophe Honoré, pour votre film Chambre 212, qui sort en salle aujourd'hui. Le film tourne autour du couple formé par Maria et Richard, Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay. Un soir, il se rend compte que l'activité sexuelle de Maria est essentiellement extra-conjugale, selon ses mots. Il faut qu'il fasse une pause, qu'il réfléchisse, et pour ça, Maria s'installe dans l'hôtel en face, dont les fenêtres plongent sur leur appartement. Et dans cette chambre, la 212, s'ouvre une sorte de monde parallèle où elle croise Richard jeune, incarné par Vincent Lacoste, et le premier amour de Richard, Irène, Camille Cotin. Juliette, une première question à Christophe Honoré. Pendant que Maria sourit dans la rue aux jolis jeunes hommes, Richard, lui, ramasse son linge sale à Maria, envoie la machine à laver et cuisine. Quand Maria est chopée pour tromperie par son mec, elle s'étonne qu'il dramatise finalement une activité sexuelle annexe et amusante, et il lui répond « Ah, ne me touche pas !» Pourquoi, Christophe Honoré, vous avez voulu à ce point bousculer l'archétype ? Je vous en remercie d'ailleurs. Pourquoi dégenrer ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est Chiara qui joue le rôle habituellement réservé aux garçons et inversement ? En même temps, ce qui est terrible, c'est que vous voyez ça, que ça nous étonne, en fait, tout simplement. Alors que forcément, dans la vraie vie, j'imagine qu'il y a... Enfin, c'est assez équilibré entre les hommes et les femmes, ceux qui trompent leur conjoint. Pas trop la machine à laver ? Non, la machine à laver. La machine à laver, d'ailleurs, c'était assez drôle parce que Chiara se moquait beaucoup de Benjamin Biolay quand il faisait ses scènes. Elle disait que c'était des cascades pour lui. et bon, c'est vrai que j'ai senti qu'il n'était pas forcément très très doué avec une spatule, faire des lasagnes et tout ça, mais. En tout cas, ce film, moi, je l'ai vraiment écrit au moment où il y a eu MeToo, où il y avait comme ça toutes ces questions autour quand même de la domination masculine. Et moi, je suis homosexuel, donc forcément, je me suis beaucoup interrogé aussi là-dessus, en me disant, mais quel est mon rapport aux femmes dans le travail, etc. Et donc, je pense que j'ai essayé... Les films, vous savez, ils essayent toujours de donner des réponses à des questions comme ça qui finalement vous sont posées par la société à un moment donné. Ouais. Et ce film est dans un sens une espèce de réponse sur, en tout cas, une envie comme ça d'échapper absolument à toutes ces normes, et notamment dans la vie sentimentale, entre ce qui serait de l'ordre du masculin et ce qui est de l'ordre du féminin.
Mais alors justement, la question que je me posais, c'est franchement, si vous n'étiez pas homosexuel, vous croyez que vous auriez eu l'idée d'écrire ça, de dégenrer des... Je sais pas, parce qu'en même temps, j'avoue que ça m'effraie un peu cette idée des mises en scène homosexuelles, vous voyez, de la même manière qu'on met des mises en scène juste avoir femmes, l'idée de... Peut-être pas, je sais pas. Peut-être que oui, forcément, parce que je sais pas quoi répondre à votre question. En tout cas, je l'assume d'avoir peut-être un regard sur mes personnages féminins différent, peut-être en même temps, je sais même pas si c'est vrai, mais si vous comparez par exemple dans la grande comédie américaine, des gens comme Cukor, par exemple, qui était un cinéaste homosexuel, les personnages de femmes chez Cukor, c'est pas la même chose que chez Ford, par exemple. Très clairement. Ouais. Elle était chiante cette question, enfin. Christophe Honoré, tout le film, toutes les scènes, quasiment, je dirais, tournent autour de deux choses, un lit et un piano. Qu'est-ce que ça dit de l'histoire que vous allez voulu raconter ? Qui n'avait pas assez de budget en tout cas, visiblement. C'est vrai, il y a toujours ou un lit, et quand c'est pas un lit, c'est un piano. Oui, c'est vraiment c'est un film de chambre dans un sens en fait. De toute façon, le lit est un élément central de l'ensemble de votre filmographie. Il y a des scènes de lit tout le temps dans vos films. J'aime bien filmer des gens dans des lits. Mais j'aime bien filmer des gens dans des lits, pas forcément quand ils font l'amour ou ce genre de choses. J'aime bien filmer des gens qui mangent, qui lisent dans des lits, etc. Je trouve que toujours que c'est un lieu en fait qui porte beaucoup le romanesque. Et puis on sait toujours où mettre la caméra. Enfin, il y a toujours une espèce de distance qui est imposée par le lit, qui du coup est assez agréable. Et le piano, moi, j'y connais vraiment rien en piano. Je suis absolument pas musicien, mais à partir du moment où j'avais eu cette idée que Camille Cotin, donc, serait cette professeure de piano de Vincent Lacoste, qui fait connaître les premiers émois à Richard. Oui, ouais. Parce que elle est elle-même très très troublée par ce jeune homme qu'elle a rencontré quand il a 15 ans et à peine, et qui lui dit est-ce que le fait de vous annoncer que je suis amoureux de vous, est-ce que ça va me priver de vos cours? Et elle décide du coup de faire des cours à domicile. Donc, et le piano devient lit. Le piano devient un lit un peu, c'est vrai. Ah bah, pas un peu, pardon, j'ai des yeux. Et au bout de 5 films avec Chiara Mastroianni, vous choisissez Benjamin Biolay pour incarner le mari dont elle va peut-être se séparer. En tout cas, ils réfléchissent chacun de leur côté. Qu'est-ce que vous cherchiez en faisant ça ? Je me le suis beaucoup interdit d'abord, parce que le côté un peu gala, tout ça, vous voyez, ça m'intéresse pas trop. Et en même temps, Chiara et Benjamin n'ont pas arrêté de travailler ensemble, notamment sur les albums de Benjamin Biolay. Et puis, Chiara est montée sur scène, chanter avec lui. Donc, je sais que c'est un couple qui, pour le coup, après sa séparation, a réussi, en fait, à continuer à créer ensemble. Et ça me touche beaucoup, parce que je vois bien qu'il y a une intimité, une confiance entre eux. Et je me suis dit, si je suis pas trop maladroit avec ma caméra, cette intimité et cette confiance, je vais réussir à la capter. Puis j'aime beaucoup Benjamin Biolay. J'ai beaucoup fait chanter, moi, mes acteurs et mes actrices. Et donc là, ça m'amusait aussi d'aller chercher un chanteur pour jouer. Juliette, une question pour terminer sur le sujet, sur le côté vintage. Ah oui, non, il y a une chose qui est extraordinaire. J'ai dit un mot-clé, elle est partie. Oui. C'est parce que dans n'importe quel vaudeville qui raconte de notre temps moderne, il y a un téléphone portable. Il y a un téléphone portable chez vous qui vous sert pour les 5 premières minutes pour que Biolay découvre que Chiara Mastroianni le trompe. Ensuite, il le fout dans la machine à laver et vous le faites disparaître parce qu'un portable, ça marche moins bien quand ça passe à la machine à laver, très clairement. Ensuite, les personnages fument des cigarettes. Beaucoup. En paquet souple. En paquet souple. Sans pub atroce dessus. Ça donne une couleur vintage. Ah bah si. Ah, le fait qu'il n'y ait pas... Ouais. Dans la rue, il y a le cinéma, les 7 cinémas avec des affiches de films anciens même. Oui, parce que c'était des ressorties en fait. Il y a des calèches aussi dans les calèches. Je suis allé un peu loin. Non, mais il y a aussi le film de François Ozon. Donc il y a à la fois War Games et à la fois le film d'Ozon. Il y a une touche vintage, qu'est-ce que vous vouliez faire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je suis resté un peu bloqué par moments sur le cinéma français des années 60 et 70, et que certainement en fait quand se posent ces questions de choix, justement, de décor, d'accessoires, peut-être que j'ai tendance à revenir sur des choses un peu vintage des fois, c'est vrai. Oui, puis on n'écoute pas du Barry Manilow par hasard. Tout à fait. C'est une marque de pâtes ? Vous verrez tout à l'heure. Christophe Honoré est avec nous. Nous passons donc 1 heure dans la chambre 212. Nous allons y revenir par le truchement de l'actualité, avec un petit passage par l'Élysée aussi, tiens, tout à l'heure. It's the rap singer, the hook pastor, real life crime, big son of a gas. Hard to stop. Why you move so cold? Cause my girl up and gone. She'll be back in the morning. Go to mama, take your drama. Seems like I can't live without her. I'm aching more. Cause my heart is broke. Cause my love went wrong. Yeah, another bag and
She left me in the mold while the bubble over stove. As I was dreaming of a bag, when I woke, it was starting to snow. And in the bed full of cash, you slowly rolled over and whispered back to me, that's just the way things have to be. Hey, what can we do? Yeah, what can we do? What can we do? What can we do, baby? What can we do? Hey, what can we do? What can we do? That's when the change comes. That's when the game's done. That's when the walls come tumbling down. Yeah, they see me getting action. Started, it ain't no fun. Time to go up and turn it around. What can we do? What can we do? What can we do? What can we do, baby? What can we do? Ooh, what can we do? What can we do? To make it feel just like it used to feel. If my cup was empty, you could feel it. Yeah, I feel. To make it feel just like it used to feel. If my cup was empty, you could feel it. What can we do? What can we do? What can we do? What you say, Nate? What can we do? 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 I like that. What can we do? What can we do? What can we do? Damn, Nate, you sound good. I need a blowout in my voice, man. Keep singing that. Yeah, you can erase all that. Hell no, we already. Ah oui, discute comme ça à la fin du disque. D'accord. Anderson .Paak. What can we do? Et que ça continue à tchatcher, bien sûr. C'est Pablo qui parlait tout la seul. question, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Bah tiens, on n'a qu'à discuter. Programmation musicale, Djoubaka, vous écoutez France Inter. Notre émission s'intitule Par Jupiter. Notre invité s'appelle Christophe Honoré. Chambre 212 est déjà en salle. Vous pouvez aller le voir dès ce soir. Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cotin, Benjamin Biolay, Stéphane Roger ou Rayson Arevalo, Carole Bouquet aussi. Notamment, autour de la table, Juliette. Ducador, Pablo Mira, Thomas Croisière, Guillaume Meurice, Ducador juvénile, mais Ducador. Il n'allume pas la radio dans la chambre 212, mais nous, on va le faire pour l'actualité. Évidemment, j'ai suivi de très près ce qui se passe à Rouen, mais j'ai considéré que ma présence n'était pas dans le moment qui était celui-là la plus utile. Le journal de presque 17h17. Mon Dieu, ça pue encore plus ici. Seigneur, je ne trouve pas. Tu sens pas cette odeur de pourriture, là? Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera du retour de Jean-François Copé. Oui, il sera donc question de saut dans le passé. On parlera aussi de la politique de Donald Trump. Ah, on parlera donc de saut dans le vide. Et il sera aussi question de Luc Besson. Ah, on parlera donc de saut de... Non, jingle. D'accord. Voilà, c'est pas grave. Après, oui, d'accord. Alors, on commence avec la politique, si vous le voulez bien. Face à l'islamisme, Emmanuel Macron appelle à bâtir une société de vigilance pour, je cite, apprendre à repérer ces petits gestes qui signalent un éloignement avec la loi. Et ça devrait marcher, Inch'Allah. Oh là là, non, vous êtes mal là. Ah, non. la boulette. Comme le couscous, vous voulez dire? Arrêtez ça Dieu, immédiatement. Terrorisme, toujours. Ouais. Éric Ciotti a salué hier les prises de position de Macron face à la radicalisation. Et quand Éric Ciotti salue ton travail, c'est quand même un truc plutôt chouette. Hein, c'est comme si le docteur de la joue te félicite d'avoir bien coupé le gigot. Le député Rassemblement National Sébastien Chenu a déclaré, je cite, « Je crois que Marine Le Pen a un rendez-vous avec les Français en 2022 ». Oui, alors elle sera un petit peu en retard parce que je crois qu'elle a d'abord un rendez-vous avec les juges. En effet. L'attendez pas trop. Benjamin Griveaux a eu une riche idée. Oui. On l'apprend grâce au Canard enchaîné. Sur i24, il a déclaré qu'il souhaitait que le musée du Quai Branly s'appelle, attention, le musée Chirac. Bonne idée, parce que ça fait 3 ans que le musée du Quai Branly s'appelle Quai Branly Jacques Chirac. Voilà. Et le musée de la truffe, on l'appelle comment? Le musée Benjamin Griveaux, je propose, bien évidemment. Tout à fait. Politique encore, lors de la séance à l'Assemblée nationale, la députée ex-LREM Agnès Thiel, fermement opposée à la PMA, a pris la parole sur le sujet.
J'ai juste dit, ça restera une tâche sur le quinquennat et notre collègue Anne-Christine Lang a dit toi aussi. Je voulais savoir si la tâche, il s'agissait de moi. Je vous remercie. Voilà, n'oubliez pas que la classe de CM2 de l'Assemblée nationale jouera son spectacle de fin d'année. C'est celui qui dit qui est, rediffusé sur Gulli. Société des migrants assigne l'État en justice pour l'impossibilité de prendre rendez-vous en préfecture. Putain, à peine arrivés, ils se plaignent déjà de l'administration, comme des Français. Ils sont bien intégrés, parfait. International au Brésil, 2000 km de plage sont pollués aux hydrocarbures, un désastre inédit dans le pays. Oui, Sibeth Ndiaye a immédiatement déclaré qu'il n'y avait aucun problème et que si elle avait des enfants au Brésil, elle les laisserait jouer sur la plage. D'ailleurs, elle pense même à ouvrir un club Mickey en partenariat avec Total. Hillary Clinton, elle répond à Donald Trump qui l'encourage à se présenter en 2020 et elle déclare, je cite, « Ne me tente pas ». Décidément, la tentation, c'est vraiment le péché mignon des Clinton. Selon une étude Ipsos pour BFM, 60% des franciliens rêveraient de vivre à la campagne. C'est logique, c'est vrai qu'habiter dans un endroit où les tulipes n'ont pas été créées par Jeff Koons, ça fait rêver. Hier sur BFM TV, donc Luc Besson a nié tout viol mais admet des erreurs. Et les erreurs, on les connaît bien sûr, Taxi 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas vraiment le sujet effectivement. ici. People toujours, non je t'ai plus. People toujours avec Jean-François Copé qui participe à nouveau aux activités de LR depuis le départ de Laurent Wauquiez. Il assure le faire par fidélité. Mais quand Copé parle de fidélité, il est à peu près aussi crédible que Luc Besson. Voilà. Et enfin, on termine avec ce sondage IFOP. Près d'un tiers des hommes ont déjà éjaculé avant même le début de la pénétration. Ouais, selon un autre sondage, un député LREM a déjà éjaculé avant le début d'un discours d'Emmanuel Macron. Un député sur 3, bien évidemment. Ce qui ne facilite pas ma transition. Ah, oui, alors là, donc je vais rappeler que Christophe Honoré est là pour Chambre 212 qui se en salle aujourd'hui. Comme ça, c'est comme si on faisait une pause pour parler hier de l'hommage aux 4 policiers victimes de l'attentat de la préfecture. Le président a appelé les citoyens à la vigilance, à bâtir une société de vigilance où il faudra désormais, selon le chef de l'État, savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Vigilance, mais donc pas soupçon quand même. Mais il y a une ambiguïté, surtout quand on sait qu'Éric Ciotti a félicité Macron. C'est fou comme on s'habitue à la présence des policiers et des militaires dans la rue. Ah oui, dans un sens. Et en plus, ils disent qu'il faut être vigilant ensemble. Ça fait comme une famille, quoi. Mais en même temps, on se sent un peu impuissant. Mais pas du tout. Chacun peut faire quelque chose à sa mesure. Ils le disent, de signaler tout colis suspect ou comportement suspect. Ça, c'est nouveau. Moi, j'ai dénoncé mon voisin. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il est... On le sent pas, il est suspect. Il est pas là depuis longtemps. Jean-Luc, on s'est dit, tiens... Oui, il y a un truc. Mais pourquoi? Eh ben déjà, il dit bonjour tous les jours. Bah c'est sympa ça, Catherine. Ah, la naïve, je le savais. Sympa. Un grand malade, tu veux dire? Attends, t'as jamais regardé, toi, les témoignages des voisins de terroristes ou de tueurs en série à la télé? Si. Et qu'est-ce qu'ils disent tous? Qu'il était gentil. Qu'il était gentil, qu'il était sympa, qu'il disait bonjour. Eh ben, le mien, il coche toutes les cases. Je te dis, c'est un psychopathe. Catherine et Liliane, bien sûr. Alex Lutz et Bruno Sanchez. Voilà, bâtir une société de la vigilance. Donc, c'est un discours qui est reçu différemment selon les récepteurs, puisqu'il crée un petit peu polémique. Il donne lieu donc à plusieurs interprétations. Si vous l'avez entendu ou un peu réfléchi à ça, quelle serait la vôtre, vous ? Bah, c'est compliqué parce que là, évidemment, vu le sujet, on se dit que c'est dangereux d'utiliser ce mot-là. Et puis en même temps, si on parle de la vigilance envers les violences faites aux femmes, l'enfance maltraitée, l'homophobie, vous voyez, le racisme, on a tous envie d'être vigilants là-dessus. Donc le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas associé à un autre mot, ce mot de vigilance, je crois. Et que, oui, moi, je serais plus sur une société de sollicitude, par exemple, ou d'attention à l'autre que... Je sais pas, je pense que c'est un mot qui est utilisé à dessein et qui désigne malgré tout. Après, est-ce qu'il faut tant s'attacher que ça au mot d'un président de la République dans ce genre de circonstances? Je sais pas. Appelons ça de la délation sollicitée, peut-être, pour réconcilier vraiment les. C'est vrai qu'il y a des réflexes de toute façon qu'on a intégrés. Ben oui, quand on prend le métro, par exemple, si, mettons, il y a un jeune gars qui monte dans le métro, qu'il a un gros sac lourd et qu'il est en jogging avec des traits de visage plutôt méditerranéens, et barbu, et qui en plus il est barbu, tout le monde se fiche dans le métro. Moi je me dis, il va au fitness park, ça me terrifie. Donc c'est déjà...
un peu intégré. C'est déjà un peu intégré. Pareil Même avec un malgré nous. accordéoniste, je veux dire, moi quand je suis dans le métro qu'il y a un accordéoniste, je sors tout de suite. Il y a je beaucoup de change raisons de se rame. figer dans le métro. Ouais, question au réalisateur. Est-ce qu'un réalisateur a l'œil particulièrement exercé à regarder autour de lui et Oui. que même hors situation de danger, vous avez une forme de déformation professionnelle qui fait que vous regardez autour? Ah mais alors pour le coup quand je regarde les gens c'est plutôt c'est pas du tout parce qu'ils me font peur, c'est plutôt qu'ils m'attirent en fait et c'est vrai que dans la rue etc que ce soit pas forcément sur un truc de séduction mais quand je vois des gens différents ou qui sont dans des situations qui me semblent nouvelles pour moi ça nourrit beaucoup mon imaginaire mais pas dans la défiance, plutôt au contraire dans une espèce de curiosité un peu excitée. Donc on peut pas compter sur vous pour voir ce qui ne va Non, pas. par contre, ça m'est arrivé une fois. Sauf s'il y a un beau djihadiste, vous le repérez là pour le coup. Mais un jour en avion, j'étais à côté de quelqu'un qui avait des photos de vacances avec Arafat. Et je me souviens que je m'étais quand même posé la question bêtement. Ah, vous voyez, on y vient. Christophe Honoré. Il est déjà 17h30 et c'est donc l'heure de passer la parole à celui qui décrit le déclin de la masculinité dans son livre. C'est quoi le hic avec nos testiques? C'est vous, Pablo Mira. Pablo, mon petit ange trapu. Aujourd'hui, vous nous parlez de la virilité qui est en danger, selon vous. Ouais, ma louloute aux parois utérines progressistes. La virilité est en danger dans ce pays masculinophobe. Tout ça à cause des féminazis qui tirent sur nous des rafales de critiques, telle une escadrille de la foufou feuve à feu. Depuis l'explosion... S'il vous plaît, Charline. Regardez-moi au moins quand je vous parle, s'il vous plaît. Un peu de respect pour les personnes. Depuis l'explosion du mouvement MeToo, l'homme est devenu le grand méchant loup de cette société. Or, le loup, c'est une espèce menacée. Je le rappelle, donc être contre la virilité, c'est favoriser la 6e extinction de masse, donc c'est être contre Greta Thunberg, donc critiquer la virilité, c'est se moquer du handicap. Cette nouvelle ère de dictature clitoridienne a même renversé les valeurs traditionnelles de la famille. C'est fini le temps où la norme, c'était l'homme qui travaillait pour subvenir aux besoins de l'avocat chargé de son divorce. D'ailleurs, on ne sait même plus qui porte la culotte aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que Patrick Bruel, lui, ne la porte jamais pendant ses massages. Mais à part ça, on est paumé. Et fini aussi le temps où les femmes bavaient devant un homme, un vrai, celui qui sait se battre. Aujourd'hui, une femme qui bave devant un homme, c'est pas de l'admiration, c'est juste la locataire d'un EHPAD. Et moi, tout ça, ça me rend triste. Ma louloute, alors attention, je suis triste. Mais je chiale pas, hein. Ça c'est pour les mauviettes, parce que l'homme viril, lui, il montre pas ses faiblesses, jamais. Vous voyez ses yeux? Aucune larme depuis 92. Ma rétine, c'est le désert de Gobi. Elle est plus aride que le pipou de Françoise Hardy. Et oui, parce que ça sert à quoi les émotions, ma louloute? Désolé, mais un frigo, ça se déplace pas avec de la joie et de la tristesse. Ça se déplace grâce à Tic et Tac. C'est 2 petits V8 que j'ai entre l'épaule et le coude. Bon, là, on les voit pas trop parce que je suis pas allé à la salle depuis 15 ans. Mais bon, Charline, je dirais que c'est mon droit et je dirais même mon devoir d'homme d'exprimer ma toute-puissance. Je veux dire, si j'ai envie de prendre par exemple ce crayon et de le casser en deux, bah, je le prends et je... Vous êtes tout rouge. Bon, tout ça pour vous dire, Charline, que mon identité d'homme, elle repose sur le fait qu'on est fort et qu'on prend des risques, nous les hommes. Être un homme, quelque part, c'est se dire, je vais me mettre en face du visage de Thomas Croisière quand il me parle. Mais malgré toutes ces qualités qui feraient tomber en pamoison n'importe quelle femme sensée, les féminazis préfèrent nous harceler, alors que nous, on a rien demandé, on veut juste, excusez-moi l'expression, je sais c'est vulgaire, mais on veut juste de temps en temps se retrouver entre couilles pour faire des vrais trucs de mec, regarder du foot, arrêter de réfléchir. Mais non, même ça, on n'y a plus le droit sous prétexte que ça renverrait à une masculinité dite toxique. Alors à titre personnel, moi j'ai jamais vu aucun signe de masculinité toxique quelque part. Tiens Juju, tu vas me chercher un café, t'es gentil ma belle. Et pourtant, pas une semaine sans que les femmes ne nous harcèlent pas en nous rappelant qu'on les harcèle. Et résultat, après des années de stigmatisation, nous les mâles alpha, eh bien il ne nous reste plus rien, ma louloute. Oui, à la rigueur, une légère domination sociale dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais c'est une broutille ça. Non, nous, tout ce qu'on demande, c'est le respect, car on a tous une place
place sur l'échelle de la virilité. Une échelle où tout en haut figure évidemment le macho, bon ça c'est peut-être un peu too much, d'accord. Vient ensuite l'homme viril, ça c'est nous, ça va. Puis l'homme neutre, puis la femme masculine, la femme féminine, la femme enfant, puis Cédric Villani. Voilà, c'est pas compliqué. Pour conclure mes petites poulettes, je dirais que l'homme doit revenir vers ce qui fait son essence, c'est-à-dire la force, la puissance, la volonté, parfois même la violence. Mais comme visiblement l'intelligence ne fait pas partie de ses valeurs, vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit depuis 4 minutes. Allez, salut. Pablo Mira, plus ils vont loin, plus vous allez loin, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Le café Juju. Merci Pablo, il prend des risques le garçon. Christophe Honoré est avec nous. Si on rentrait dans la chambre 212, il est fait meilleur avec Benjamin Biolay qui ramasse Royani. Encore. 20th Century Fox présente rien qui n'ait d'importance. Ton corps de torse me tente, je me sens tombé pour la transe. Oh, dans ce bungalow sans bout la facette. L'amour, dans la nuit sans étoiles. L'amour, toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore partir. Encore non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors. Un peu encore. 20th Century Fox présente, oulala, que les guides s'absentent. Fahrenheit, Celsius, tout augmente. On ne fait ni l'amour ni la guerre néante. Oh, même dans cet albo à lecteur qu'elle se lettre. L'amour, dans la nuit sans étoiles. L'amour, toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore partir. Encore non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors. Un peu encore. Je rentre et je sors. Je mets le frein à main, le frein moteur, j'accélère, je sens battre ton cœur, alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps, entreprenante. Je t'aime tellement fort, j'en ai des fourmis vers le ventre. Pour toi je vote à droite, je vote à gauche et au centre. Je sors et je rentre, et je rentre et je sors. Allons chérie, changeons de bord, une fois contente, puis revenons encore plus fort. Eux aussi sont avec nous pendant 1 heure. Benjamin Biolay qui ramasse Royani encore sur un précédent album de Benjamin Biolay. Ça n'est pas la BO du film. On va y revenir tout à l'heure avec Thomas Croisière qui est là pour la chambre 212 dont on va reparler avec Christophe Honoré. Christophe, il y a également Guillaume Meurice qui porte le micro dans la plaie, si on peut dire. Tout à fait. Le sujet est grave. Aujourd'hui, Charline, je voudrais vous parler d'une terrible menace pour la France. Pire que le terrorisme, pire que le rire de Juliette Arnaud, qui a d'ailleurs été revendiqué par Daesh. Ne recommencez pas. Voilà. Je vais vous parler d'Extinction Rébellion. C'est un mouvement écologiste radical qui sème la terreur dans ce qu'il convient d'appeler le djihad de la graine de chia. Au moment même où je vous parle, ces véritables fous du tofu mènent des actions coordonnées dans le monde entier. À Paris, ils occupent actuellement la place du Châtelet. Ils viennent de bloquer la rue de Rivoli. Alors que je rappelle que créer des embouteillages dans Paris est la compétence exclusive d'Anne Hidalgo. C'est très très grave. Heureusement, dans notre pays, pays des Lumières, je le rappelle, et de Benjamin Castaldi, la contre-révolution s'organise grâce à leur chef, Ségolène Royal, qui a déclaré sur France Inter qu'elle était contre la violence de cette association non violente. Une pensée pour les neurones de Ségolène Royal, petits anges qui n'en finissent pas de ne pas partir assez tôt. Mais elle n'est pas la seule à être contre ces manifs. Attention, je suis allé ce matin aux alentours des points de blocage. J'ai d'abord rencontré un monsieur qui soutient un gouvernement qui œuvre beaucoup pour l'écologie. Selon lui, il a fait quoi ? Pas mal de choses. Je pense que le gouvernement a fait un certain nombre de réformes qui vont dans le bon sens.
Alors lesquels, par exemple? Simplement sur les OGM, sur les pesticides, non, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les OGM et les pesticides? Il y a eu un certain nombre d'interdictions qui ont été promulguées. Énormément. C'est la guerre aux pesticides, on peut le dire. Mais bon, à chaque fois, ça s'est passé à l'intérieur de la tête de Brune Poisson. Donc, c'est pour ça, nous, on ne s'est pas bien rendu compte, on l'a pas vu. L'autre jour, elle a même giflé un lobbyiste de Monsanto. Hein, c'était juste avant qu'elle se réveille de sa sieste. Juste à côté, d'ailleurs, du lobbyiste de Monsanto. Bon. Mais ça compte quand même. Il y a guerre aux pesticides. Elle est radicale, Brune, comme le monsieur suivant, mais contre les écolos. J'ai aucune sympathie pour eux. Aucune, absolument aucune. Alors, pourquoi? Voilà. Expliquez-moi. Pour quelle raison? Parce que les écologistes, ce sont des gens qui fabriquent des taxes que je vais payer. C'est-à-dire, je veux bien qu'il y ait un réchauffement climatique, d'accord, mais enfin, si les lapins de la cordillère des Andes sont en train de mourir, moi, je suis pas responsable. Hein. Alors, là, on est sur un problème de niche. Hein. Les lapins, c'est très spécifique. Hein. De la cordillère des Andes. De la cordillère des Andes. Donc, à moins d'être chasseur de lapins dans la cordillère des Andes, c'est vrai que c'est compliqué de voir les relations de cause à effet. Même si on imagine qu'ils tuent quand même plus de cyclistes ou de TGV que de lapins. C'est les mêmes chasseurs que chez nous, hein, finalement. En tout cas, ce monsieur, il n'est pas d'accord avec les méthodes donc d'Extinction Rébellion. On va bloquer la place du Châtelet, le son, d'accord, on emmerde bien les gens, on les emmerde, d'accord. Peut-être qu'électoralement, ça paye. Mais enfin, on emmerde les gens, on leur fait payer des taxes. Est-ce que c'est pas pour contraindre justement les politiques à agir qui font ça? Non, voilà. Moi, je pensais que si. Vous voyez, c'est quand même bien d'aller se renseigner directement, je pense, sur le terrain. Donc, faut pas écouter les jeunes. C'est juste des jeunes qui aiment dormir sous la pluie et se prendre du gaz lacrymo. Voilà. C'est des jeunes qui sont un peu sadomaso. Voilà, ils sont un peu comme Robert Ménard au salon du kebab. Voilà, donc vraiment rien de grave. D'ailleurs, il y a des riverains qui sont pas contre toutes les manifs. Cette dame, elle serait pour quelle cause? Pour des choses pour lesquelles je serais tout à fait d'accord, comme ce qu'ils ont fait pour éviter la PMA. C'est très bien de faire des manifestations. C'est plus important pour vous la PMA que le climat? Ah bah bien sûr. Bah oui, vous connaissez le bilan carbone d'un enfant. C'est quand même quelque chose de terrible. Ça, c'est vraiment un très bon argument contre la PMA quand on voit ce que bouffe un gamin. Prenez Pablo, par exemple. Pablo Mira, ici présent. Depuis ses 8 ans. C'est l'équivalent de 3 forêts de Rambouillet par semaine qui bouffent. Hein, il peut se foutre de la gueule de Gérard Larcher, tiens celui-là, mais pour le triple pontage, il y a quand même compétition. Greta Thunberg, d'ailleurs, a porté plainte contre les parents de Pablo pour mise au monde de catastrophes naturelles. Je le rappelle ici. Mais en même temps, si on ne fait pas d'enfants, on laisse le monde avec ceux qui le gèrent en ce moment. Donc c'est vraiment compliqué. Sinon, on est foutu, quoi. D'ailleurs, ce monsieur, il est plutôt de cet avis. Oui, on est foutu. On est foutu. Voilà. Il n'y a pas d'espoir de pouvoir sauver l'humanité. Si. Comment on fait alors? C'est biblique. C'est biblique? C'est biblique. C'est-à-dire? Dieu s'en occupera tout seul. Ah, faut compter sur Dieu? Oui. Alors attendez, parce que du coup, ça change tout. On a peut-être une solution là. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à Dieu. Faut dire que nous, on était quand même resté sur l'idée de Dieu qui crame Sodome et Gomorre. Donc c'est un peu un type un peu nerveux et qui s'en fout du bilan carbone finalement. D'ailleurs à Lubrizol, si ça se trouve, c'est 2 mecs qui écoutaient les Village People. Puis voilà, Dieu il a tout cramé. Donc je sais pas quoi faire de Dieu. Le retour de Dieu dans le débat. Moi je pensais que c'était l'apocalypse, quoi, qu'on allait tous mourir, mais c'est pas ça qu'il a dit Dieu. Non, il a dit il y aura une nouvelle terre, il y aura une nouvelle terre. Il a pas dit ça sera détruite. Donc on attend de trouver une nouvelle terre. Voilà, que ça sera un gouvernement mondial gouverné par une personne. Ça c'est risqué aussi, non? Ah bon? C'est mieux tous les gouvernements qui tirent leur truc à... S'il y a une personne, il faut qu'elle soit fiable, quoi. C'est pour ça que ça sera Dieu. Ah bah oui, putain, mais évidemment, voilà. On est sauvés. Ah, on est sauvés, putain. Allez les jeunes, arrêtez de faire chier le monde, libérez les rues, puis achetez des 4x4. Si vous savez pas lequel choisir, vous écoutez la pub sur France Inter, hein, la radio écolo. Voilà, allez, tout le monde se tait, extinction des rébellions. Merci Guillaume Meurice. Je rappelle que vous jouez samedi à Bordeaux, au Rocher de Palmer, avec votre groupe de rock macroniste. C'est vrai. Du Rock en Marche. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Les Disruptives. C'est mi-concert, mi-vous racontez la fabuleuse histoire d'une start-up. C'est vrai. Merci Guillaume. Christophe Honoré avec nous pour nous plonger dans la chambre 212. Et Juliette a choisi un sujet qui me permet d'y entrer à nouveau. Oui, parce que l'adolescence, on s'en était rendu compte, joue les prolongations. On devient adulte de plus en plus tard et c'est rigolo. Pas seulement parce que c'est la possibilité de voir cohabiter boutons et rides sur le même visage, mais aussi et surtout parce que la jeunesse, c'est le temps de l'apprentissage. Et apprendre, tout le monde aime ça, sauf les cancres. C'est dégueulasse! Mais c'est pas vrai! Ah, mais c'est immonde! Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain! Je sais pas. Mais pisse pas là non plus, mais arrête! J'essaie. Mais j'hallucine, quoi. Pardon, je sais pas, j'ai dû me tromper de porte. On est lundi, il est 4h du mat, et je suis en train de changer tes draps, je suis pas ta mère! Merde! Faut pas l'amour, du coup. Non. Bah, on fout quoi alors? On divorce.
Attends, t'es sérieuse là? T'as pas le droit, t'as dit oui. Pour le meilleur et pour le pire. Ah, dis donc, tu t'en souviens de ça, là? Oh putain, mais t'as quel âge là, franchement? L'âge que je veux. Je veux pas d'âge pour être romantique. Romantique, mais tu viens de me pisser dessus. Ouais, c'est vrai que c'est pas romantique ça. Bon, après, il y en a que ça excite. Hein. Allez, vas-y, dégage. Tu dégages, je rigole. Dégage, allez. C'est le contraire de la chambre 212, c'est la chambre 121, je crois. Qu'est-ce que c'est? C'était un extrait du film Daddy Cool, David Govard, avec Laurence Arnay et Vincent Elbaz. Maxime Govard. Oh, il est fort. Maxime Govard. Qui avait aussi co-réalisé toute première fois, dans lequel je jouais un marin alcoolique suédois. C'était pas David? Non, j'ai vérifié, c'est Maxime. On n'est pas à l'antenne, Juju. C'est pas grave, on est avec Jean-Michel Honoré, donc allez-y. Et moi-même, je suis Jacqueline Arnaud. C'est un article formidable dans Ouzbek Erika. C'est une interview du sociologue Jean Viard. Donc, sociologue, et sa spécialité, c'est le temps libre. C'est Pierre Viard. Pardon. Excusez-moi, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est problématique. Allez-y, Juju. Claudine Arnaud. Non, ne vous laissez pas déstabiliser, Juliette. On a des questions à poser, on va y arriver. En gros, il y a 2 marqueurs pour savoir si on est adulte. Il y a faire un bébé et avoir un emploi stable. Et en gros, tout ça, c'est arrivé à 29 et 30 ans. Et donc, Jean Viard nous explique dans cet article qu'on a plusieurs vies, qu'on a plusieurs lieux de vie, qu'on a plusieurs amours, qu'on a plusieurs métiers. Alors forcément, on a pensé à vous pour se plaidoyer pour une vie discontinue parce que Biolay, le personnage donc de l'homme dans le couple, apparaît son avatar de 25 ans, incarné par Vincent Lacoste, et finalement il s'entend beaucoup mieux avec sa femme, ce type de 25 ans, avec sa femme de 50 ans, et sexuellement en tout cas, ça a l'air de le faire. Oui, mais ça évidemment, ça vous étonne? Moi, pas du tout. Bon. Mais ça n'est pas le sujet, c'est vous qui filmez. C'est vous qui avez choisi. Mais vous remarquerez que ce jeune homme, en fait, puisque c'est effectivement le même personnage joué par 2 acteurs différents, Vincent Lacoste est beaucoup plus scandalisé, dans un sens, par la vie que mène 20 ans plus tard sa femme, Chiara Mastroianni. Alors que Benjamin, on sent qu'il a quand même quelque chose de l'ordre du fatalisme face à cette situation. Oui, c'est vrai qu'il est scandalisé, mais ça ne lui empêche pas d'avoir des relations sexuelles avec elle. Mais non, mais c'est toujours un peu le rêve. Le cinéma peut permettre ça, justement, de retrouver nos amours de jeunesse. Et non, mais ce que moi, j'allais dire ce qui est beau dans le film, c'est d'une vanité. C'est pas ce qui est beau dans le film, mais dans ce couple-là, ce qui est, en tout cas pour moi, émouvant, c'est que je ne doute pas du tout, moi, de l'amour, en fait, dans ce couple. C'est pas du tout, souvent on dit c'est un film autour de l'infidélité et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois que le lien conjugal entre eux est très profond et très fort. Oui, mais c'est un amour qui évolue, parce que Benjamin Biolay dit quand même l'amour est un autrefois. Et oui, ça, quand même, cette phrase, elle est très forte, alors qu'elle, elle est plutôt dans une autre fois qu'un autre fois. Moi, je crois que cette femme va chercher avec ses jeunes amants, quand même, à se remettre, en fait, dans cette situation amoureuse de la première fois où elle a rencontré son mari, et donc quand il avait 25 ans. Et que c'est une espèce de manière comme ça de rendre quand même hommage sans cesse à leur couple. Ouais. Magnifique manière d'être fidèle. Vraiment, faites-en un slogan. Christophe Honoré, vous, à quel moment pensez-vous que vous êtes devenu adulte? Moi, je sais très bien, c'est à partir du moment où je me suis occupé de mon linge. Je crois. Il y a une semaine. Et ça fait quel âge? Non, mais c'est un truc quand vous avez votre première machine à laver. Enfin, moi, j'ai l'impression que je me suis vraiment dit, ah là, t'es adulte. C'était 26 ans, je dirais. Ce qui fait écho au personnage de Benjamin Biolay, qui nous fait un peu penser à vous, même physiquement. Mais parce qu'il m'a beaucoup, mais il me l'a dit après, mais imité, je crois, au moment où on tournait. Et parce que je l'ai. Vous savez pas après comment les acteurs se servent de tout ce qui se passe sur un plateau pour construire leur personnage, et c'est vrai que je pense que ce personnage semblait très loin de la personnalité de Benjamin. Et donc, oui, il est voûté, il est... enfin, tout ce qui est de l'ordre... Ah, je ne les ai pas voûtés, c'était juste... non, on pensait à vos cheveux. La coupe, et un peu il avait les cheveux, voilà. D'accord, voilà, le gabarit. Christophe Honoré avec nous, eh bien, parlons-en à travers les yeux de Thomas Croisière. Quel plaisir de débuter cette chronique comme vous démarrez votre film. Désormais, le transport des violons d'Aznavour sera pour moi indissociable des jambes de Chiara Mastroianni qui, tel un compas, arpente Paris en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Et pourtant, excusez-moi, le grand Charles m'habite. J'avais tellement envie de haïr votre film depuis qu'un soir d'hiver 2014, ma femme m'a dit « J'ai croisé Benjamin Biolay à Saint-Germain. Il m'a regardé comme tu ne me regardes plus. » J'ai donc été ravi de voir son couple à son tour se déliter depuis la fenêtre de la chambre 212.
Chambre 212 est un film de conversation conjugale mettant en scène un homme et une femme, mais pas de shabadabada, car ils sont hantés par les fantômes de leur passé et leurs 25 ans de couple. J'aime votre film, comme j'aime Claude Lelouch, car comme lui, vous aimez les histoires et les chansons d'amour. Comme lui, vous vous regardez parfois filmer, et comme lui, vous n'avez pas peur de faire dire à votre héroïne cette guitriesque réplique « Si on ne peut plus tromper son mari avec son mari, où va-t-on » Ça vous fait rire ? Moi aussi. Moi, Tom, et j'en ris encore, mais pas d'un rire de ventre comme après un quelconque « D'être ici à côté de vous, je suis honoré, Christophe », mais d'un rire de tête. On se demandait quand elle allait arriver. Moi, j'avais parié sur 3 minutes. Et c'est pour ça que je privilégie, grâce à vous, un rire de tête, un rire lettré, un rire de bibliothèque. Maria demande, devant une bibliothèque justement, pourquoi à G comme James, je trouve un Maupassant et un Mauvigné? Désolé, je joue beaucoup moins bien qu'Chiara Mastroianni, c'est pour ça que je n'ai pas remporté le prix d'interprétation féminine d'un certain regard. Merde, Richard, un classement alphabétique, c'est tout de même pas l'organisation la plus difficile à saisir, non? Richard, c'est Benjamin Biolay. Tu sais, moi je me demande si le mec qui t'a baisé cet hiver et qui veut continuer au printemps s'appelle A comme Antoine ou A comme Alex ou A comme Abruti. Maria, on est obligé de faire ça maintenant? Richard, je sais pas, tu as l'air de vouloir faire du rangement. J'aime votre film comme j'aime Bertrand Blier, car comme lui, vous aimez les mots et les remèdes. Comme lui, vous n'hésitez pas à incarner la volonté de Maria par un sosie léopardé d'Aznavour. Comme à lui, Michel Serrault vous manque. Et comme lui, vous filmez merveilleusement Carole Bouquet, qui est non seulement trop belle pour toi, mais bien trop belle pour Richard. Et puis, surtout, j'aime votre film comme j'aime François Truffaut, dont vous venez de réaliser le meilleur film depuis 35 ans. Vivement lundi qu'il s'y remette. J'aimerais que Par Jupiter dure 3 heures pour recenser avec vous tous vos clins d'yeux truffaldiens. Mais pour moi, la grande allusion est ce moment magique où le bras d'une platine se pose en 2019 sur un vinyle pour jouer Could It Be Magic de Barry Manilow, comme en 1979, il se posait sur le vinyle d'Alain Souchon pour jouer L'amour en fuite chez la disquaire Dorothée. Baby, I love you, come into my arms. Oui, chers auditeurs nostalgiques, Barry Manilow a repris Alliage en 1973. Votre film s'intitule Chambre 212, soi-disant pour le numéro de l'article du Code civil par lequel les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Mais je sais que ce 2-1-2 est en fait cette équation de l'amour qu'avec votre quatuor de personnages vous cherchez. 2 plus 2 ne fait ni 4 ni 5, mais bien 1. Chambre 212, ou en anglais On a Magical Night est un film qui est, comme les femmes, magique, parce qu'il est avant tout une déclaration d'amour au cinéma. On y croise une fenêtre hitchcockienne, une porte maccaréenne, des plafonds rhénésiens, des affiches ozoniennes et wargamiennes. On y croise même, sur le dernier plan du film, une bâche avec ce mot welsien qui fait frissonner depuis 80 ans tous les amoureux du cinéma comme de Colombo, Rosebud. Savez-vous, Christophe Honoré, quel réalisateur a dit « Quand vous êtes réalisateur, vos films ne cessent de dialoguer avec d'autres films ». Oui, j'ai peut-être dit ça, oui, je pense. Et c'est vous, alors, vive vous et vive le cinéma! Merci Thomas Croisière, merci beaucoup. Magnifique Merci à chronique. vous pour ce film magnifique. Chambre 212, c'est en salle dès aujourd'hui, avec aussi Harrison Arevalo, avec Marie-Christine Adam ou Clara Choi, comme ça on en cite d'autres, car il y a toute une troupe, bien sûr, bien sûr les acteurs qu'on cite toujours. 17h52 sur France Inter. Christophe Honoré, voici un autre sujet. La science explique tout, même l'amour. La une de l'hebdo, le 1. A pour titre « Ce que les sciences savent de nos amours ». Un dessin illustre des couples dans un aquarium en verre, au-dessus duquel se penchent des scientifiques avec leur loupe, comme pour nous dire qu'un jour, la physique, la chimie, peut-être la technologie pourront œuvrer sur nos amours. Avant tout, ce que nous attendons de vous, monsieur Barish, c'est que vous rentriez chez vous et que vous rassembliez tout ce que vous possédez qui peut avoir un rapport avec Clémentine. Absolument tout. Nous nous servirons de ces objets pour dresser une carte des souvenirs de Clémentine dans votre cerveau. D'accord? Nous aurons besoin de photos, de vêtements, de cadeaux, de livres qu'elle aurait pu vous offrir, de CD que vous auriez achetés ensemble, d'articles de journaux. Et une fois que la carte sera établie, nos techniciens procéderont à l'effacement chez vous ce soir. Comme ça, demain matin, vous vous réveillerez dans votre lit comme si rien ne s'était passé, avec une nouvelle vie qui vous attend.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc le film de Michel Gondry avec Jim Carrey et Kate Winslet. C'est amusant de l'entendre en VF. Oui, effectivement. Alors, en première partie d'émission, Christophe Honoré, je vous ai posé la question pourquoi avoir choisi Benjamin Biolay pour incarner l'époux de Chiara Mastroianni au moment où ils vont peut-être se séparer. Vous avez répondu je me le suis interdit, et puis finalement je me suis dit qu'ils ont continué à créer ensemble, donc je trouvais ça intéressant. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre dans le 1, parce qu'on parle de la science qui se penche sur l'amour, dit « L'amour est un sentiment provoqué par une représentation. La preuve en est, lorsque vous allez au cinéma, vous avez beau savoir qu'il s'agit de comédiens qui font semblant, vous allez quand même éprouver des émotions intenses déclenchées par la représentation artificielle du cinéma ou de l'imagination. » Sauf quand c'est Francis Huster qui joue quand même. Enfin, après, ça va aller. Ouais. Quand vous choisissez Benjamin Biolay avec Chiara Mastroianni qui ont vécu ensemble pour les faire incarner un couple qui dispute, qui se sépare, est-ce que, c'est pas tout à fait une représentation artificielle, est-ce que, comme le dit Boris Cyrulnik peut-être, vous cherchez à pousser l'intensité de l'émotion ? Je sais pas, parce que ça peut créer au contraire un écran. Vous voyez, cette idée comme ça qu'on projette sur eux une vie privée et du coup nous interdire d'accéder au romanesque du film. Et de sortir de l'histoire et de les voir eux. Ouais, je crois que ça... En tout cas sur ce film-là, où vraiment il y avait un principe un peu d'enchantement, enfin, c'est-à-dire de parier comme ça toujours sur le cinéma pour que le spectateur accepte le faisons comme si. Vous voyez, rien que le fait que Vincent Lacoste et Benjamin Biolay jouent le même personnage alors qu'ils se ressemblent absolument pas, c'est quand même un pari, un contrat en fait proposé au spectateur. Ouais. Fait que du coup, je suis pas si sûr que c'est ce côté un peu méta, on va dire, qui échappe aux acteurs. Je crois qu'on s'en embarrasse très très vite en fait quand on est dans une salle de cinéma. On n'y pense pas tant que ça. Même quand vous voyez, je sais pas, Elizabeth Taylor avec Burton, est-ce que vraiment on projette à chaque fois l'histoire qu'ils ont eue ensemble dans les fictions qu'on regarde ? Je crois pas. Oui. Donc, le scientifique et l'artiste, deux visions différentes quand même. Non, mais en plus, c'est un peu faiblard quand même l'idée de l'amour comme représentation, non ? Je sais pas, je trouve ça un peu paresseux comme réaction à la représentation. J'ai l'impression que c'est tous les sentiments dans ce cas-là qui sont en réaction à une représentation. La tristesse, la joie, peu importe. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle la catharsis ou un truc comme ça. On vous a demandé votre avis ? Non, je vais aller sur Europe 1. Ça fait longtemps que vous bossez au Sénat. Si la dimension scientifique de l'amour vous intéresse, je vous renvoie à l'hebdo Le 1, bien sûr. Christophe Honoré, il y a Juliette Arnaud qui a préparé pour vous un questionnaire de Parjepy-Proust. Voilà, c'est un peu de Proust, c'est beaucoup de Jupiter. Vous êtes prêts ? Oui. On y va. Sur l'échelle de l'homophobie, sur l'échelle de Marcel Campion, qui va de 0 à 10, 10 étant la grande roue qui devient un monument officiel. Vous vous situez à combien ? De 0 à 10... 0,2. Vous êtes bien aimable. Plaire, aimer et courir vite, c'est un titre d'un de vos films, et ça pourrait être un slogan de campagne. De qui ? Plaire, aimer et courir... Macron. Parfait, j'ai pensé la même chose. Vous êtes obligé de tourner un film d'amour sur la vie d'une personnalité politique. Qui choisissez-vous ? Debré, mais le copain de Chirac. Ah oui. Je sais pas, je me dis que ça doit être intéressant. Vous avez envie de le voir nu, quoi. En plus, il passe son temps au Cap Ferret, ça va encore être un film au Cap Ferret. Dans un incendie, vous avez une option où vous sauvez les tulipes de Jeff Koons, ça pèse plusieurs tonnes, ou un rat, ça pèse que 100 grammes, et si ça se trouve, le rat, c'est Ratatouille. La réponse est dans la question. Non, en fait, les tulipes. Oh là là, mais quelle honte. Ouais, non, il aime les tulipes. Il aime les tulipes. Dieu vient de promulguer une nouvelle loi. Dorénavant, chaque érection fait un bruit annonciateur. Celui de Pablo Mira, c'est... Et vous, c'est quoi ? Je sais pas, un air de pipeau. C'est mignon. Vous êtes le nouveau patron du Code civil. Quel mot vous faites sauter dans l'article 212 qui dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours ou assistance ? Je les aime bien, en fait, ces mots-là. Peut-être secours. D'accord. Une dernière. Si vous étiez une Elisabeth, vous seriez Warren, Lévy ou deux ? Aucune. Vraiment aucune.
Christophe Honoré, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. Et merci de nous emmener dans votre chambre 212 qui sort donc en salle aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci aussi les amis. Merci Juliette. Merci Madame. beaucoup à Guillaume. Merci à Édouard Thomas Croisière. Mon Dieu. Je vous sentais en galère. Il a une double identité. J'aurais pas dû me risquer. Il y en a une triple. Bon, C'est pour ça en qu'il tout me dit, vous cas, êtes plusieurs pendant l'amour. Demain, une chose est sûre, nous recevons la philosophe Julia de Funès. Petite filleule. Dimitri, professeur d'université, roule peu. Voilà pourquoi GMF fait baisser le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Allô chérie? Oui. Dis, je sais que c'est moi qui devais aller chercher les